Je dirais que les choses avancent, en tout cas, déjà, et qu'il y a plein d'actions qui se mettent en place. Il y a toujours, en fait, on a, je pense, de très bons enseignants qui ont leur spécialisation. Donc, c'est des très bons enseignants là-dessus, mais maintenant, il y a quand même, en fait, l'orientation qui devient complètement même une matière peut-être à part entière, et ça s'apprend. Et il faut que les enseignants puissent, justement, apprendre à leurs élèves à s'orienter. Oui, mais c'est pas forcément leur spécialisation. Et pour ça, il faut connaître les métiers, parce que c'est aussi ça, là où ça pêchait, c'est que la plupart des personnes qui orientaient les élèves de l'époque, ils n'avaient une notion des métiers. Aujourd'hui, il y a tellement de métiers, c'est hyper compliqué d'orienter des enfants. Il y a énormément de métiers, effectivement, et l'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes connaissent le plus de métiers possible, mais qu'ils connaissent ces métiers par rapport à eux, en fait, par rapport à ce qu'ils aiment faire, par rapport à leur force, par rapport à leur motivation. Alors, si on parle vrai, puisque c'est quand même le mode d'emploi de cette jolie radio qui nous accueille, moi, il y a encore très peu de temps, une collègue à vous, certainement, professeur, m'a dit pour les filles, quand même, les métiers dans l'industrie, c'est un peu salissant. Ou bien... Sauf dans l'industrie du luxe, excusez-moi. Comme si ça lui fait conduire une voiture. Et ou encore, il y a peu de temps, une jeune fille qui voulait faire un CAP de mécanique, c'était quasiment les professeurs lui interdisaient d'aller faire ça en disant non, c'est un monde de garçons, tu t'en sortiras jamais. Voilà, comment vous luttez concrètement comme pour ça? Pour dégenrer. Donnez-nous un exemple. Comment on peut aller faire de la mécanique quand on est une fille? Alors en fait, nous au sein d'R2E, on propose des ateliers de décryptage métier. Et justement, ça permet, donc c'est à destination des enseignants, et ça leur permet de venir voir les forces des métiers et aussi de balayer les stéréotypes, justement, de genre. Donc, Et on est dans le volontariat encore? Les enseignants font ce qu'ils veulent, ou il faut vraiment maintenant qu'ils s'y mettent? Alors, il y a une forme de volontariat, mais récemment, en fait, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises de découverte des métiers et donc des plages horaires de découverte des métiers dans les collèges, une demi-journée toutes les 2 semaines. Donc ça permet aux associations qui travaillent, dont R2E, mais d'autres aussi, qui travaillent sur ce champ-là, de pouvoir déployer les actions que parfois elles ont pensées il y a de nombreuses années, 10 ans, voire plus parfois. Mais est-ce que les parents sont investis? Parce que les parents ont des métiers aussi. Est-ce qu'ils viennent présenter leur métier? Est-ce que finalement toute la chaîne, que ce soit les parents, les enfants et la chaîne éducative, tout le monde s'y met? Ou c'est l'avenir en tout cas? En tout cas, on tend vers ça. Alors, nous, on est une association qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, en fait, notre cible, ça reste aujourd'hui les enseignants. Maintenant, on travaille aussi sur des concours pour les jeunes où justement, ils doivent travailler leur réseau professionnel. Et là, en fait, on va leur apprendre à aller voir que le réseau professionnel, c'est aussi les parents, les amis des parents. Voilà, de travailler tout cet entourage pour le réseau. Mais d'ailleurs, des initiatives très sympas de votre association, peut-être on rentrera tout à l'heure dans le détail, mais vous permettez aux élèves de pitcher leur métier, ça on y reviendra, mais vous faites aussi en sorte qu'ils sachent se servir du réseau très connu, LinkedIn par exemple, et qu'ils sachent se présenter, etc. Donc je pense que c'est pas seulement les enseignants finalement qu'il faut aider à se découvrir. Oui, effectivement, ce ne sont pas que les enseignants, mais en fait, toute la méthode, elle passe par les enseignants. Les outils sont donnés par R2E aux enseignants, justement, de façon à ce qu'ils puissent les accompagner dans cette quête d'autonomie. Et vous êtes présente sur les 23 académies, c'est ça? Ou quelque chose comme ça, non? Ou un peu plus? Je la signe. Oui, aujourd'hui on a touché 23 académies. On a fait plus de 50 actions sur le territoire national. On a déjà fait participer plus de 10 000 enseignants à nos actions, ce qui fait qu'en fait, à minima, on a déjà sensibilisé plus de 500 000 élèves au monde de l'entreprise. Et 11 000 entreprises. Bravo. Voilà. Vous voyez, on lit votre site web quand on prépare les émissions avec nos amis. Les chiffres, c'est lui. Allez, vous restez avec nous. Oui, y compris sur les erreurs d'arbitrage. Vous voulez pas dire Calmez-vous, Tornado, calmez-vous. Prenez une petite tisane, ça devrait vous faire du bien. Camomille, s'il vous plaît. Dans un instant, avec ce lien école-entreprise, encore plein de choses à dire à Véronique Blanc, fondatrice de cette association Rencontre Enseignement et Entreprise, et Cindy Bauer, et vos numéros vous appellent au 0826 300 300. Vous avez besoin de poser des questions et de comprendre. On vous attend au standard. À tout de suite.
Ce qui est bien avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, c'est que chaque semaine, ils nous apportent quelque chose qui nous fait réfléchir, en tout cas des sujets intéressants et bien sûr, ils sont toujours très très bien accompagnés. On va revenir sur le lien école-entreprise. C'est un véritable défi en France. Si vous avez des enfants, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quelle est leur expertise, et peut-être que des profs ou des enseignants qui travailleront avec eux leur permettront de trouver une voie plus facilement. Véronique Blanc est avec nous, fondatrice de cette association Rencontre enseignants et entreprises, et Cindy Bauer qui est avec nous, sa déléguée générale. Ce que je dis, forcément, Véronique Blanc, c'est de se dire que comment finalement de faire ce lien entre l'école et l'entreprise va peut-être permettre à des enseignants d'aller chercher l'expertise plutôt qu'un métier, mais l'expertise d'un élève et peut-être l'emmener sur une voie sans forcément lui parler d'un métier, mais au moins d'une expertise. Oui, effectivement, l'idée c'est de faire en sorte que les enseignants aient une vision suffisamment large pour que, tout simplement, parfois, lorsqu'ils ont des questions des élèves, de pouvoir les orienter par rapport aux questions. Ils n'ont pas forcément la réponse, mais au moins qu'ils puissent les orienter et ne pas se retrouver dépourvus sans avoir d'informations suffisantes. Qui sont les entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Est-ce que vous avez des entreprises entrantes qui disent nous, on a une expertise ou on a des métiers qui pourraient vous intéresser? Est-ce qu'ils viennent vers vous? C'est plutôt la PME, plutôt l'ETI, la grande entreprise? Aujourd'hui, c'est plutôt les grands groupes aujourd'hui qui nous accompagnent et qui nous soutiennent parce que c'est des vrais sujets pour eux. Alors ils nous soutiennent surtout financièrement et comme toutes les associations, c'est déjà énorme. Voilà, on en a besoin. Et effectivement, en fait, dans les entreprises aujourd'hui, c'est aussi un vrai sujet parce que il faut recruter par la suite et puis la crise du recrutement, on connaît la quête de sens, donc forcément ils travaillent aussi sur ces sujets-là avec nous. Alors justement, dans tout ce que vous mettez en place, il y a un dispositif assez génial, donc je pitch mon métier, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc vous allez nous raconter, parce que encore une fois, cette année, 816 000 collégiens de 3e vont devoir trouver un stage, et puis je sais plus, de l'ordre de 676 000 lycéens, eux, vont présenter bientôt le bac, et donc là aussi vont être à choisir leur filière. Donc c'est très important de savoir vers où ils veulent s'orienter et que ce soit pas nébuleux, fumeux, même pour les parents. Et c'est un petit peu ça que Enora réussit très très bien. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Enora Bourmeau. Je suis en classe de terminale au lycée Paul-Aimé Victor à Osny et j'ai 17 ans. Alors je vais vous parler de mon parcours et puis de ma décision de m'orienter vers une licence de sciences de la vie, en particulier le parcours biologie des organismes et des populations environnement que proposent plusieurs universités. Alors déjà, j'ai toujours porté beaucoup d'intérêt à la question environnementale, puis rapidement au milieu marin en particulier. Ça va faire 11 ans que je pratique la natation. Je me prépare à passer mon niveau 2 de plongée sous-marine et je vais également passer mon niveau 4 de voile. Ça va faire également 8 mois que je suis bénévole à la protection civile, où j'ai pu passer une formation premier secours en équipe numéro 1 et où je l'espère passer mon brevet secouriste aquatique. Impressionnant, le CV d'Enora à 17 ans. Voile, plongée sous-marine, secourisme, etc. Fromage, dessert, café. Et surtout le métier qui est quand même incroyable. Félicitons Véronique Blanc et donc Cindy Bauer, puisque voilà, c'est un des résultats du dispositif Je pitch mon métier, c'est ça, je crois. Et en effet, Enora arrive à très très bien raconter ce qu'elle veut faire plus tard et défendre sa candidature future, j'imagine. Et savoir justement pitcher, comme on dit, on dit toujours le pitch de l'ascenseur, c'est-à-dire qu'on rentre dans un ascenseur, on croise quelqu'un et en moins de 40 secondes, on doit lui avoir déployé sa vie et ses envies. Ça, c'est très important pour les élèves aussi. Ça permet de cadrer sa prise de parole. Alors, c'est pas que le pitch, parce qu'en fait, avant de pitcher, en fait, il faut avoir mené l'enquête, s'être intéressé, etc. Donc oui, ça en fait partie, et bien sûr que c'est important parce que
dit toujours, la première impression. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première impression. C'est ça la formule. C'est plutôt celle-ci. Et Stéphane Pellet. Et comme j'ai le goût du risque, je dirais. Et le métier d'arbitre, par exemple. De rugby. J'arrête tout de suite. Là, vous cherchez, Stéphane. Alors, Véronique Je Blanc. vous sélectionne les candidats, il n'y a pas de problème. Véronique Blanc a poussé, j'allais dire, l'engagement, le bénévolat, la citoyenneté encore plus loin, puisqu'elle, avec l'éditeur Hachette, elle a mis au point des guides qui sont en train de sortir pour pratiquement tous les différents niveaux, qui permettent de rechercher son orientation, de s'y reconnaître dans ce monde un peu compliqué. Peut-être vous pouvez nous raconter ça aussi. Disons que oui, j'ai dans l'idée, il y a 5-6 ans, avec une vision de l'orientation, j'ai proposé à des collègues de s'engager sur l'écriture de méthodes. Et donc c'est paru chez Hachette, vous pouvez nous en dire plus ? C'est une collection effectivement qui permet d'aider les enseignants à accompagner les élèves sur mieux se connaître eux-mêmes et mieux connaître les métiers, l'environnement économique, de façon à pouvoir faire ce genre d'analyse comme Enora et de la présenter en 2 minutes 30, ce qui n'est pas facile, mais qui est efficace. Ah, c'est sûr. La formation des enseignants, elle dure combien ? Est-ce que c'est une formation continue ? Est-ce que c'est un moment dans le temps ? C'est quoi, Cindy Bauer ? Alors en fait, non, c'est des formations qui sont de courte durée, parce que l'enseignant, il a déjà quand même pas mal de travail. Mais pour donner un exemple... On a cru que vous alliez dire de vacances. Mais là, vous avez évité un incident diplomatique ou un bad buzz. Pas du tout. Mais pour vous donner un exemple, par exemple pour la voie professionnelle, les formations qu'on fait pour les enseignants de la voie professionnelle, c'est par exemple de se former sur comment faire réaliser un chef-d'œuvre à ses élèves. Parce que vous savez qu'il y a le chef-d'œuvre entrepreneurial pour la voie professionnelle. Non, ils ne savent pas forcément. Dans l'enseignement général, il y a le grand oral. Exactement. Et désormais, dans la voie professionnelle, il y a le chef-d'œuvre, c'est-à-dire des élèves qui présentent leur travail. C'est ça, qui vont donc leur apprendre à travailler en mode projet, etc. Et pour le collège, c'est comment, par exemple, les aider à les rendre acteurs pour qu'ils aillent à la recherche des métiers qui peuvent les intéresser. D'accord. Il y a 50 formations à l'échelle nationale, lesquelles ont le plus de succès. C'est ce qui est écrit sur votre site. C'était la question piège. Lesquelles ont le plus de succès ? Alors c'est vrai que le numérique, je pense que ça parle beaucoup. Tous les métiers du digital, du numérique, les enseignants aiment se former sur le sujet. Mais finalement, ce qui revient pas mal aussi, c'est apprendre à l'élève à s'orienter. Donc c'est plutôt ce qu'appelle Véronique la dimension un peu entrepreneuriale, mais comment rendre l'élève acteur. Est-ce que les filles, que ce soit les élèves, les filles ou les garçons, est-ce que finalement l'un ou l'autre a plus de propension justement à aller vers ces formations ou pas du tout, ou c'est peu importe l'âge et peu importe. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se déployer en ruralité. Est-ce qu'on est aujourd'hui sorti des villes et on va aller aussi chercher des élèves un petit peu partout en France ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a même réussi à toucher les dom-toms. L'objectif de R2E, c'est justement de vraiment aller s'implanter. Aujourd'hui, on a réussi à toucher un petit peu tout le monde grâce au digital. Merci, là pour le coup, merci le numérique et puis le Covid qui nous a aidés à sortir du présentiel. Et là, toute la stratégie de R2E, ça va aller être de pouvoir vraiment aller dans tous les territoires. Merci beaucoup, en tout cas, pour rester avec nous. Si un élève vous demande un chef-d'œuvre, vous diriez les vraies voix citoyennes s'en est un ou pas ? Oui, bien sûr, bien entendu. Allez-y, flattez. De toute façon, on vous fera sortir, on vous fera signer un document. Donc, ne dites pas non, vous allez le signer. Merci beaucoup, Véronique Blanc, fondatrice de l'association Rencontre Enseignants Entreprises, et merci beaucoup, Cindy Bauer, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Générale. Dans un instant, on va vous parler du mal logement qui gangrène notre société. La fondation Abbé Pierre, que vous connaissez bien, Patrick Chassignet est avec nous. Il nous parlera justement de tous ces mal logés en France et finalement des propositions à faire pour que les choses avancent dans le bon sens. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont avec nous, le G500, l'ONG citoyenne. On se prépare bien entendu pour l'année prochaine, j'ai envie de dire, Stéphane Pellet.
Et oui, je me prépare cette fois-ci. On m'entend, c'est bien. Oui, c'est bien. Ils ont perdu des points de micro et maintenant ils marchent bien. Oui, tout à fait. Tout le monde est au travail. Donc les près de 1600 associations qui sont concernées travaillent. On travaille aussi à nos partenariats, j'espère, avec la grande Sud Radio. Mais bien entendu. Il est possible qu'on change de ville. Après 2 belles expériences à Marseille, je crois que tout le monde est d'accord pour qu'on prenne nos bagages et qu'on aille dans une autre grande ville, grande métropole. Tadam. Avec une dimension européenne, pourquoi pas. Et puis surtout énormément de thèmes, comme des beaux thèmes comme ce soir. Et donc c'est pour ça qu'on revient vite aux questions du mal logement en France. Absolument. Et c'était la semaine dernière, la semaine des pensions de famille, qui a mis en avant le système de logement collectif et inclusif. Et ça, c'est assez passionnant. Patrick Chassignet est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Vous êtes l'un des responsables du programme phare de la Fondation Abbé Pierre. Les pensions de famille, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a une vague idée, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir quelle est votre appréciation et la façon dont vous la décrivez, vous, de votre côté. Je crois qu'Aurélie Gros voulait le lancer, il me semble. Pardon. Parce que là, il y a le micro qui marche. Je le dis, on m'a coupé le micro en partie 1. Là, on m'oublie. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un dossier. Pardon. Excusez-moi. On ne dira rien, on réglera nos comptes. Non, c'est comme avec l'arbitre. On est ravis, évidemment, d'avoir la Fondation Abbé Pierre autour de la table. C'est quand même une grosse fondation qui est très connue, effectivement, qui développe les pensions de famille et qui permettent, c'est très touchant parce que ça permet à des personnes qui ont eu un parcours de vie chaotique de pouvoir à un moment se reprendre confiance en eux, atterrir dans un lieu qui va les rassurer. Et ce qui est intéressant et ce qui nous a vraiment aussi beaucoup touché, parce qu'on peut pas parler de la Fondation Abbé Pierre dans son ensemble, c'est tellement énorme. Tellement de choses, et on va revenir plusieurs fois, à mon avis, avec cette fondation. Ce qui nous a touché, c'est aussi le travail qui est fait avec plein d'autres associations dans tout le territoire français. Mais effectivement, je pense que nous allons avoir toutes ces explications. Je suis très fière que vous soyez autour de la table. Ah oui, nous aussi. Donc justement, sur ce mot pension de famille, à quoi ça correspond exactement ? Eh bien, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, parce qu'il ne s'agit pas de loger des familles, mais pour nous, ce qui importe, c'est de proposer à des personnes isolés, qui ont un parcours de vie chaotique, difficile, de retrouver enfin un logement, ou de retrouver un logement, donc dans un petit immeuble composé d'une vingtaine de logements, de studios, de moyenne taille, et puis de retrouver des espaces partagés, des espaces collectifs, souvent en pied d'immeuble, dans lesquels les habitants peuvent, s'ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, se retrouver pour vivre comme dans une famille, c'est-à-dire bien partager des repas, penser à ce qu'on va faire pour les prochaines vacances. Est-ce qu'on a envie de partir ensemble, et si oui, où est-ce qu'on a envie d'aller, s'occuper du jardin, s'occuper du ménage, enfin des sujets des fois qui fâchent un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit la difficulté dans le logement, la difficulté de construire, la difficulté d'avoir ses crédits, beaucoup de personnes en souffrent, et moi j'aimerais savoir que ça fonctionne exactement comment quand les personnes arrivent dans ces pensions de famille, comment déjà vous les construisez avec les autres associations, comment le projet est porté, et après pour les gens, comment ils peuvent accéder à ces pensions de famille et quelles sont les contributions dans cette pension pour les personnes qui vont être accueillies. Ça fait beaucoup de questions, et je vais essayer de pas trop jargonner. Je lui coupe la parole, donc elle envoie toutes les questions. Trop technique. Au cas où le micro tombe en panne. C'est un complot. D'abord, c'est du logement social, donc il faut construire ou réhabiliter des bâtiments. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple, parce que il faut trouver le bon endroit, la ville plutôt, et pas trop des fois en pleine campagne où il n'y a pas de service, où il n'y a pas d'activité. Donc c'est repérer souvent des terrains, c'est mobiliser des acteurs associatifs qui ont envie de gérer ces lieux-là, des bailleurs sociaux qui ont envie de construire ou réhabiliter, des collectivités locales qui ont envie d'accueillir des personnes ou apporter des réponses. Vous avez des difficultés avec les collectivités locales ? Pas forcément, des fois c'est un peu compliqué.
compliqué parce que le logement social, il est pas toujours simple à faire sortir de terre. Il faut aussi un engagement des élus pour que ces projets voient le jour. Et donc, quand on arrive à associer des associations gestionnaires, des collectivités locales, des bailleurs sociaux et puis l'État qui vient apporter aussi du soutien financier, et ben on prévoit de construire un bâtiment. Donc, ça peut mettre plusieurs années avant de sortir de terre. Il faut ensuite équiper ces lieux-là, trouver aménager les espaces collectifs et puis parfois les logements, parce que quand les gens vont arriver, souvent ils vont sortir d'un centre d'hébergement, parfois de l'hôpital, et ils n'ont parfois absolument rien. Ils arrivent avec un sac, une valise, et donc l'intérêt c'est aussi de penser l'équipement pour que les gens puissent se retrouver chez eux, vraiment dans un logement. On parle de logement, on parle plus d'hébergement. Et donc on s'y pose aussi longtemps qu'on le souhaite. Et Patrick Chassignet, l'appel de l'abbé Pierre, c'était l'hiver 54. Ça va faire 70 ans dans quelques mois. On était en pleine 30 glorieuse. Comment expliquer qu'en 70 ans, on n'ait pas trouvé les solutions à la crise du logement? Moi, je me pose vraiment des questions. On disait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Aimerait bien savoir, mais dans ce domaine, on n'a pas d'idées non plus. Alors, c'est vrai que c'est une grande question. Alors, accessoirement, on est de plus en plus nombreux, donc il faut aussi continuer à construire, et c'est pas trop le cas pour l'instant en termes de construction de logements très sociaux. Là, il y a un vrai ralentissement, et ça nous inquiète profondément. Et puis, il y a aussi un contexte, hein, les familles, eh bien, parfois se séparent, ça oblige parfois à devoir apporter des réponses à des personnes qui vivaient en couple, qui vivaient avec des enfants. Donc il y a tous ces phénomènes-là qui existent. Et puis il y a effectivement, on le disait tout à l'heure, des villes qui n'ont pas forcément envie d'accueillir des gens trop fragiles par peur de je ne sais quoi. Et donc nous, on est vraiment avec ces pensions de famille en train de démontrer que les personnes qui vont arriver dans ces lieux-là, qui vont s'y installer, retrouvent une vraie place de citoyen et retrouvent une place complètement classique comme n'importe qui. Ce qui est important de dire, qu'on oublie assez souvent, c'est que un logement égale un emploi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez pas trouver de travail. Et ça, c'est très important de faire ce lien aussi. Mais complètement. Tout le monde ne va pas forcément retrouver du travail, parce qu'il y a des fois des gens qui sont relativement âgés, qui ont un parcours qui fait que l'objectif n'est pas forcément de trouver un emploi, mais c'est de retrouver une place de citoyen dans sa ville, dans son quartier, et c'est ça qui est extrêmement important, et de retrouver par ce biais-là, en retrouvant un logement, de recréer des liens avec ses voisins, recréer des liens avec les équipes qui accueillent. On en reparlera aussi, hein, ces lieux-là, ils sont animés par un couple d'hôtes qui est là au quotidien, et c'est retrouver aussi la dignité, retrouver du sens à sa vie. Et vous aidez donc des associations ou des collectifs à porter ces projets pour monter les maisons de famille. Ça se passe comment avec ces associations? Parce que j'imagine qu'il y a des territoires où il y a des associations, des territoires où il n'y en a pas. Donc vous aidez peut-être à ce qu'une structure se monte. Comment ça se passe pour en avoir le plus possible? Alors peut-être pour donner quand même quelques chiffres, il y a aujourd'hui à peu près 1000 pensions de famille en France. La Fondation Abbé Pierre, depuis l'origine, c'est-à-dire une grosse vingtaine d'années, on a soutenu pas loin de 300. Donc on est présent particulièrement sur ces sujets, sur ces questions qui nous paraissent une bonne réponse pour l'accès au logement, pour les gens les plus fragiles. Et donc on apporte parfois des soutiens financiers, c'est l'objet d'une fondation. Et puis aussi on accompagne les acteurs associatifs, les associations, les équipes qui travaillent au quotidien à toujours mieux accueillir, apporter les meilleures réponses possibles, et puis former les nouveaux. On parlait de formation, de métier. C'est aussi un secteur qui recrute, qui emploie du personnel, et donc c'est comment on aide à former les hôtes de ces pensions de famille, et puis comment on apporte aussi du lien entre les différents pensions de famille en France, par exemple. Eh bien, Patrick Chassignet, vous restez avec nous, responsable pension de famille et solidarité de la Fondation l'Abbé Pierre. 0826 300 300. On reste ensemble jusqu'à 20h et on continuera sur cette lignée avec des témoins aussi. Ce qui est important de savoir comment ça se passe sur le terrain, parce que c'est ça qu'on a envie de comprendre. Avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Quand quelqu'un arrive pour la première fois,
Les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. Et c'est la bande-annonce du film L'Abbé Pierre, une vie de combat qui sort le 8 novembre prochain. Et on est ravis de vous accueillir grâce à Aurélie Gros et Stéphane Pellet, Patrick Chassignet qui est avec nous, responsable pension de famille et solidarité de la Fondation Abbé Pierre. Oui, je pense que grâce à ce film, on va encore entendre plus parler de la Fondation Abbé Pierre. Et c'est de l'action. Bonne chose et de l'action. Et c'est très beau en tout cas de sortir ce type de film pour avoir une prise de conscience en fin de compte de l'ensemble de la population. Les films, ça marche pour ça. C'est ça. Et les pensions de famille dont vous parliez il y a quelques instants, vous nous disiez, finalement, il y a un couple qui s'occupe de ces pensions de famille, qui accueille les nouveaux arrivants. Rachel Béraud est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ah, on vous entend de très loin. Vous êtes à Alès, mais quand même. On vous entend mieux. Ça va. Bienvenue Rachel, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Cette pension de famille dont vous êtes un peu la maman, puisqu'on parle de famille, forcément, l'organisation, la gestion, comment ça se passe? Là, sur la pension de famille où je travaille, on a 16 appartements, 17 personnes. Oui. Et on est là, nous on travaille sur des rythmes un peu décalés. Parfois on fait des soirées, on fait des samedis, on fait des mercredis, mais il y a aussi beaucoup de temps où ils sont tout seuls, puisqu'ils sont autonomes dans leur logement. C'est vraiment un endroit où on allie à la fois de l'autonomie et d'un accompagnement très individuel et des temps très collectifs. Donc on partage des repas, on partage des réunions, des voyages, les réveillons de Noël, des mariages, des décès, tout ce qui fait la vie en fait. Est-ce que ça veut dire que ces personnes qui avaient un petit passé un peu chaotique ont besoin de parler, de se sentir réconfortés? Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Est-ce que finalement il y a nous on a l'habitude d'être dans des immeubles ou des maisons où personne se parle, ce qui est un petit peu dommage. Est-ce que là justement c'est votre travail, c'est vous qui créez ce lien entre tout le monde, ou c'est naturel chez eux? Alors après, c'est nous qu'on le crée, et puis la pension de famille, elle est ouverte depuis 2007, et certains résidents vivent là depuis 2007. Donc en fait, nous on l'accompagne, mais eux en même temps, ils l'ont acquis, ce principe d'être ensemble dans une même maison. Donc des fois je leur dis c'est très particulier, on est le seul immeuble où on part en vacances avec ses voisins. C'est un lieu très particulier où on fait Noël avec les voisins, on part en vacances avec les voisins. Voilà, ça reste du voisinage, mais ils s'entraident. On en a certains qui sont véhiculés, qui peuvent accompagner les autres à des rendez-vous quand on ne peut pas. Voilà, il y a quand même une notion de solidarité entre eux. Après, ça reste un collectif. Tout le monde n'adore pas tous ses voisins, mais c'est très cordial. Et vous avez beaucoup les gens sont là depuis très longtemps, ou il y a eu beaucoup de changements dans vos logements? Il y a quand même du mouvement, mais on a à peu près un quart du public qui est là depuis l'ouverture. Ah oui. Les tranches d'âge, pardon Philippe. Les tranches d'âge, c'est quoi, par exemple? Alors, là où je travaille, moi, la plus jeune a 33, si je ne me trompe pas, et la plus âgée a 62. C'est génial. Mais en moyenne d'âge, on doit être à 50. On a beaucoup de monsieur de 50. Rachel Béraud, une question, on dit souvent que les gens qui étaient à la rue ont parfois du mal à retourner dans un logement. J'ai souvent entendu ça des gens de la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous avez des gens qui sont carrément sortis de la rue pour aller... et ils ont pu se réadapter sans trop de problèmes? Après, l'avantage des pensions de famille, c'est qu'on a le temps et qu'on laisse du temps aux gens. Donc ça prend parfois des années pour passer de la rue à un appartement, réhabiter son appartement, se le réapproprier, réapprendre toutes ces règles, des règles de vie là, de base.
Mais oui, ça marche. Hein. On a reçu déjà, on a quelques personnes qui arrivaient de la rue, quoi. Et Rachel, quand par exemple le voisinage ou les gens de la mairie vous disent mais quand même ce public-là c'est pas simple, c'est quoi le premier argument qui vous vient pour les faire craquer? Ça marche très bien. Non, ça vient très bien avec la mairie. Hein. Voilà, on a fait une table solidaire la semaine dernière à l'occasion justement de la semaine des pensions de famille et on avait le maire qui est venu. Donc on s'entend super bien avec la mairie. Après, ce que je dirais, c'est que ça se passe comme dans n'importe quel immeuble. Hein. Mieux. C'est beaucoup plus sympa chez vous, hein, je suis sûr. On n'a pas plus d'intervention de police qu'ailleurs, on n'a pas plus d'intervention des pompiers. Enfin, c'est de la vie, voilà. Les gens se plaignent beaucoup moins que quand leur voisin s'appelle Doménibus, par exemple. Il n'y a pas de problème. Alors là, je vais vous dire, moi, mes voisins m'adorent. Hein. Et je suis très gentille. Je dis bonjour à tout le monde. Et moi, j'offre des cadeaux, des gâteaux à toute la famille de mon immeuble. Patrick Chassignet, financièrement, tout ça coûte de l'argent, forcément. Est-ce que ça veut dire que ceux que vous accueillez, qui les prend en charge? Parce que la nourriture, la gestion, l'eau, l'électricité, c'est pris en charge par qui, tout ça? Alors, les personnes qui vivent dans ces lieux-là, les habitants, on paye un loyer, paye leurs charges, et pour ça, ils ont des ressources. La plupart ont au moins les minima sociaux, et puis ils bénéficient de l'APL, classiquement. Donc, c'est un modèle économique qui fonctionne bien. Oui, il y a un petit effort collectif quand même. Et puis l'État finance dans la durée les postes des deux autres. Alors c'est un couple, pas forcément un vrai couple, c'est un binôme en tout cas d'intervenants sociaux. Et ça, c'est l'État qui prend en charge ce point-là. Et puis après, nous à la Fondation Abbé Pierre, il nous arrive de financer l'investissement, la construction, pour que ce soit que le montage du projet immobilier se fasse dans de bonnes conditions et que les habitants ensuite n'aient pas un loyer trop important à sortir, et puis que l'association gestionnaire puisse vivre durablement, et puis d'équiper les logements, et puis on intervient aussi de temps en temps pour soutenir, donner le petit coup de main pour faire, pour partir une fois en vacances, pour faire des activités un petit peu extraordinaires. Est-ce que quand on a été bénéficiaire, on peut devenir comme Rachel Béraud, c'est-à-dire que on peut un jour se dire, nous on a envie de gérer un immeuble ou une pension de famille. Est-ce que ça peut arriver? Alors ça peut arriver. Il y a parfois des personnes qui ont été accueillies, accompagnées, qui retrouvent une place de salarié au sein de l'association qui gère, pas forcément au sein de la pension de famille, mais dans l'association, pour venir en aide. C'est tout le sujet du travailleur père, de dire moi-même j'ai connu la galère, donc je peux accompagner des personnes qui sont elles-mêmes à un moment dans la galère. Et puis il y a aussi tout l'engagement bénévole, la mobilisation des gens. On n'en a pas trop parlé, mais on invite beaucoup, nous, les associations qu'on accompagne dans nos réseaux, à développer des actions culturelles, des projets artistiques. On a plein d'assos qui sont vraiment lancés dans cette idée-là. Et c'est, je pense à certaines pensions qui ont un orchestre, un groupe de musique qui fonctionne à partir d'habitants, de bénévoles, de musiciens de la ville, et qui font des tournées, qui jouent génial. Et Philippe David joue très bien du triangle. Alors, j'allais demander comment on trouvait les bénéficiaires, s'ils contactaient la fondation, s'ils contactaient les associations. Et je voulais rappeler également, parce que je sais qu'il reste très très peu de temps, que vous fonctionnez avec la générosité du public. Donc il faut quand même le dire, il faut participer, aller sur le site de la Fondation Abbé Pierre, parce que ça sert à financer toutes ces belles actions. Donc je voulais quand même le rappeler également. Merci. Et l'intérêt des bénéficiaires est quand même, si des gens nous écoutent, sont en grande difficulté. Donc en général, c'est vrai que c'est pas forcément utile d'appeler la Fondation Abbé Pierre, parce que on est plutôt basé à Paris. Alors on a des agences en région, mais c'est plutôt local que les choses se font, parce que en général les gens ils ont envie de trouver une réponse en termes de logement dans leur environnement. Ils n'ont pas envie d'aller à l'autre bout de la France, ça marche pas bien. C'est vraiment de se dire au local. Donc c'est souvent par le biais du travailleur social, de l'assistante sociale. Il y a des dispositifs dans lesquels je vais pas rentrer qui permettent de faire ce lien-là, mais c'est simplement en allant voir son travailleur social de référence qu'on peut exprimer l'envie de se poser enfin. Parce que les gens, ce qui se passe aussi, c'est que les gens ne s'autorisent même plus
à penser qu'ils ont cette possibilité d'accéder au logement. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de démontrer, c'est de dire que tout le monde a droit à un logement, tout le monde peut y accéder. Des fois, c'est un peu galère, des fois, c'est un peu compliqué, mais les gens se disent, mais je suis trop nul, je suis trop cassé et j'ai pas le droit. Eh ben si, je peux. On a des solutions pour vous. Merci mille fois, Patrick Chassigné, d'avoir été avec nous. Ça s'appelle les pensions de famille, responsable de ce programme phare de la Fondation Abbé Pierre. Et puis, avec nous aussi, R2E, qui mobilise des chefs d'entreprise pour rapprocher les mondes entre les enseignants et finalement et les entreprises. Était avec nous Véronique Blanc, fondatrice de l'association Rencontre Enseignants Entreprises, et Cindy Bauer, déléguée générale. Merci mille fois de nous avoir rendu visite. Merci Aurélie Gros, merci Sylvain Delay. Le G500, c'est fini pour ce soir, mais on revient lundi prochain. Avec grand plaisir. Vous restez avec nous. Tout de suite, Cécile, on vous retrouve dans Sud Radio à votre service, et ensuite, au cœur de la mêlée, avec François Trio, je pense qu'on va parler d'arbitrage. Allez, passez une belle soirée. Merci à notre équipe. À demain, 17h. Salut.